de tous ces compartiments. Et nous allons à l'instant accueillir notre invité. C'est vrai qu'on a davantage, on va parler avec lui des questions liées à l'environnement parce que nous sommes le mercredi, c'est la thématique du jour. Mais peut-être en l'introduisant, il va dire tout juste un mot sur le sujet en débat tout à l'heure parce qu'on est presque tous concernés par la corruption. À présent, donc, on accueille M. Alain Fotso Dada, qui est environnementaliste, ce qu'il fait depuis de longues années. Bonjour. Bonjour Sam Séverin. Ça va? Ça va très bien. Alors le débat, je vous ai vu, vous étiez très attentif à ce qui s'est dit depuis, mais en tant que Camerounais, vous savez bien de quoi on parle. Oui, effectivement. À votre niveau, vous vivez ça comment? C'est triste, c'est très dérangeant. C'est très dérangeant d'avoir ça au quotidien, parce que ça ralentit toutes les activités que l'on fait au quotidien. Et à un moment donné, on en a par-dessus la tête et on est tous énervés. Je pense qu'il faut qu'on siffle la fin de la récréation. Qu'est-ce qu'on peut faire, à quel niveau, finalement? Ou bien une prise de conscience générale? Je crois que c'est juste de l'éducation. C'est juste de l'éducation et puis sanctionner ceux qui le font. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois, juste, c'est pas le sujet, c'est vrai, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être victime d'un acte de corruption? Oui, au quotidien. Vous pouvez nous raconter la scène pour qu'on puisse... Je me rendais à l'ouest. Et puis un gendarme nous a stoppés. On venait juste d'acheter un véhicule. Et puis la loi dit qu'on a, je crois, 3 jours pour déposer les dossiers au bureau de transport. Et donc... c'est même plus de 3 jours, hein, vous pouvez circuler encore, non, je crois. Oui, et puis il nous stoppe, il dit, effectivement, on avait même déposé les dossiers. On avait la décharge. Ils appellent ça... Le laisser passer. Le dépôt, ils appellent ça un papier de dépôt, quelque chose comme ça. On l'avait en main. Et puis il dit, il n'est pas valable. Que c'est du faux. Alors on a passé 1 heure à expliquer qu'on a eu ce document du bureau de transport et par la suite, comme il attendait qu'il se fait corrompre, moi j'ai dit je le fais pas. Et ça a été très difficile. Mais à la fin, vous l'avez fait pour vous laisser pour partir. Mais vous n'avez pas de choix parce qu'il y a une herse. Il y a une herse qui est... Voilà, il avait déjà mis la herse. Voilà, et puis vous avez... c'est un rendez-vous à l'ouest, vous avez 2 autres chemins encore à faire, vous voulez partir. En fait, ils vous mettent de la pression telle que vous êtes obligé de rentrer dans le panneau. Très bien. Maintenant, merci, c'est un témoignage, ça veut dire que tout le monde est pratiquement concerné. Donc, alors, monsieur Alain Fotso, dites-nous, l'environnement en matière d'eau, comment vous êtes arrivé à cette activité-là que vous exercez depuis plusieurs années aujourd'hui? Je suis arrivé dans cette activité départ de mon cursus scolaire. Déjà, je vais préciser que je suis ingénieur de génie chimique sorti de la prestigieuse école d'ingénieurs des sciences agro-industrielles de l'université de Ngaoundéré, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur dans les années 98. Par la suite, j'ai eu un autre master aux États-Unis sur les sciences environnementales, avec une concentration sur le traitement de l'eau. Et entre-temps, j'avais déjà commencé à travailler dans le domaine de l'eau au Cameroun pendant presque une décennie, avant de repartir à l'école pour faire un master en environnement. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le traitement de l'eau. Mais aussi c'est parce que à l'époque, mon enseignant de chimie organique, le professeur Ngassoum, Ngaoundéré, il m'avait donné un sujet lorsque je faisais ma 4e année d'ingénieur qui portait sur l'évaluation des eaux usées dans la ville de Ngaoundéré. Et à ce moment, j'ai compris qu'il y avait un véritable problème sur l'environnement au Cameroun. Et ce problème devrait en fait être résolu par la nouvelle génération. Parce que ceux qui étaient là avant nous ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas déverser dans la rue, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas déverser n'importe où. Donc nous, on était là pour comprendre que non, on doit protéger l'environnement dans lequel on vit. Or, l'eau est le premier vecteur de pollution dans le monde. Donc, si vous voulez manager la pollution ou bien vivre dans un environnement sain, il faut déjà que l'eau soit traitée de la captation jusqu'au rejet. Très bien. Alors, vous vous engagez dans le traitement de l'eau. Oui. Ça part d'un constat. Oui. Et ce constat, je vais le formuler en question. Que pensez-vous de l'eau, la qualité d'eau aujourd'hui? La qualité de l'eau au Cameroun, elle est scrutable. Elle est en dessous de 0, si je peux dire. Pourquoi? En dessous de 0? Oui.
Alors, vous parlez de quel? Au lot des forages, au lot de la Camerounaise? Quand vous regardez la qualité de l'eau dans son ensemble au Cameroun, elle est excrétable. Et il y a divers points de responsabilité qu'il faut bien souligner. Ce n'est pas seulement ceux-là qui peuvent donner de l'eau potable, qui ont l'entière responsabilité, mais c'est nous, les utilisateurs, nous aussi, on a une responsabilité sur la façon avec laquelle nous utilisons l'eau que l'on a, les ressources en eau que l'on a. Et je prends un exemple simple, pour tous ceux qui sont tombés dans, comment je vais appeler ça, la nouvelle tendance qui veut que tout le monde ait un forage, mais c'est une aberration. Si vous décidez de faire un forage, rassurez-vous qu'il doit être fait dans les normes de l'art. Et puis, sachez que si vous décidez de faire un forage, ça veut dire que vous créez une usine de traitement d'eau dans votre propre maison. Parce que vous ne pouvez pas vous lever, vous creusez à 10 mètres derrière votre case, vous avez de l'eau, et puis vous pensez que vous avez de l'eau potable. Non. Est-ce que les Camerounais... Excusez-moi, j'allais préciser une chose, c'est que on a tendance à croire que avoir un forage, c'est avoir de l'eau potable. Non. Avoir un forage n'est pas différent de celui qui a une rivière qui coule derrière sa case. Ça veut dire que vous avez juste une source d'eau. Et quand on a une source d'eau, il faut bien la traiter avant de l'utiliser. Est-ce que les Camerounais sont éduqués à la question de l'eau? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le système, ça ne va véritablement pas. Mais est-ce que les Camerounais, parce que nous utilisons mal l'eau, voilà l'expression que vous avez employée, est-ce que les Camerounais sont éduqués à la gestion de l'eau? Parce que tout ce qu'on sait nous dire, c'est qu'une eau potable doit être inodore, incolore, c'est ce qu'on a enseigné à l'école. Mais est-ce qu'on est éduqué sur la question de l'eau? Alors, avant de répondre à ça, Charles Hamel, si tu permets, il vient de dire quelque chose d'assez grave. Tous les forages qu'on a un peu partout là, donc finalement, l'eau qui en sort n'est pas traitée. Donc c'est une eau, comme si c'était une eau des rivières qui coule. Un forage. On est presque tous en danger finalement. Un forage, je le précise encore, et je prends la responsabilité de ce que je dis. Un forage n'est pas la garantie d'une eau potable. Un forage est une source d'eau. Comme une rivière. Mais qui est traitée quand même, ce n'est pas comme si ça coulait comme ça. Quand on parle de l'eau de forage, ça veut dire l'eau qui était captée, mais elle a l'avantage d'être sortie des nappes souterraines. C'est le seul principe du forage. Ça veut dire que vous creusez et vous retirez de l'eau. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de cette eau? C'est la question qu'on doit se poser après que l'eau ait jailli du sol. Quelles sont les caractéristiques de cette eau? Elle peut être même plus dangereuse que la rivière qui coule derrière votre case. Donc il faut bien préciser que le forage n'est que le début du processus pour l'obtention d'une eau potable. Et l'obtention d'une eau potable passe par un traitement. Et le traitement commence tout simplement par des analyses. Parce que tant que vous ne faites pas des analyses, vous n'allez pas connaître les caractéristiques de votre eau, vous ne connaîtrez pas ce qu'il y a en plus à l'intérieur, ou alors vous ne connaissez pas qu'est-ce qui est mauvais dans votre eau, tant que vous ne faites pas des analyses. Et dès que vous avez fini de faire des analyses, vous avez un bulletin, comme un bulletin de santé, de votre eau, et maintenant, vous allez maintenant voir le médecin, ou alors le pharmacien, qui est le traiteur d'eau, qui va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'eau potable. On revient à sa question essentielle qui était de réagir. Est-ce que les Camerounais sont éduqués à la notion? Puisque s'il aborde la question des forages qui ne respectent pas, nos forages qui ne respectent pas, qui est tout sauf de l'eau. Je pense que il y a un véritable problème de fond, c'est justement cette éducation. Faire comprendre aux Camerounais que l'eau c'est la vie. On avait ce slogan depuis des années. Il faut bien qu'on réactive ce slogan qui veut que les Camerounais comprennent que l'eau c'est la vie. Parce que vous allez voir, je vais donner une petite anecdote pour comprendre jusqu'à quel niveau les gens ne comprennent pas, ne mesurent pas l'ampleur de la qualité de l'eau qu'ils utilisent. Vous allez aller chez votre copain, chez votre ami, chez votre cousin, chez votre frère. Il va être très fier de vous dire que sa barrière a coûté 15 millions. Mais il sera incapable de faire venir un traiteur d'eau pour le payer, je ne sais pas trop combien, moins d'1 million, pour traiter l'eau qu'il va consommer. Alors que cette eau est 100 fois, peut-être, elle n'a même pas de prix pour sa santé, que la barrière qu'il est en train de vous présenter à 15 millions. Donc, cette éducation voudrait que les gens comprennent que la base, c'est la priorité. Quelle est votre priorité? Votre santé,
Si vous dites oui, ma santé, c'est une priorité, alors la qualité de l'eau que vous consommez est une super priorité. Moi, j'ai justement envie de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ceux qui consistent ce gouvernement qui devraient être éduqués? Je m'explique. Parce que les populations qui sont d'abord dans l'extrême précarité, ça, il faut le souligner. Avoir un forage dans un quartier aujourd'hui, c'est comme avoir un peu béni sur sa table. Ce n'est même pas d'abord chose évidente d'avoir un forage dans le quartier. Et aujourd'hui, on connaît la qualité d'eau qui coule dans nos robinets. Est-ce que ce n'est pas ceux-là qui devraient d'abord être éduqués même à la base? Parce qu'on a l'impression que, on va se le dire, on est contraint de pouvoir utiliser ou encore boire cette eau, puisque la plus grande couche de population n'a pas assez de moyens pour pouvoir avoir de l'eau minérale à sa table. Oui, je crois que le gouvernement a sa part de responsabilité. Eux, ils devraient apporter l'éducation nécessaire, ou alors apporter la qualité ou la quantité d'eau nécessaire aux populations. Mais maintenant, un autre phénomène, je parlais tout à l'heure d'un phénomène de responsabilité. Dans certains endroits où vous avez de l'eau potable qui arrive, les populations eux-mêmes négligent la qualité de leurs eaux. On a cette petite phrase qu'on dit l'eau sale n'a jamais tué un noir. C'est une très grosse aberration. Je vous donne un exemple simple. La responsabilité de la société qui vous donne de l'eau s'arrête sur votre compteur. C'est-à-dire à l'endroit où votre compteur se trouve, c'est là où leur responsabilité s'arrête. Mais qu'est-ce que nous faisons à 90%? Lorsqu'ils vous font votre devis, ils vous disent si on laisse votre compteur à l'entrée du quartier, ça va vous coûter 10 000. Si vous voulez qu'on le ramène jusque devant votre porte, ça va vous coûter 40 000. Qu'est-ce que les gens font? Ils vous disent non, laissez-le à l'entrée du quartier. C'est pourquoi vous allez voir à l'entrée de nos quartiers, il y a souvent un amoncellement de compteurs. Et maintenant, ils vont prendre le petit ami, ou bien le frère qui est au quartier, qui est plombier. Il va vous faire un raccord qui est déjà en train d'altérer la qualité de l'eau jusque dans la maison. Et à partir de ce moment, vous ne pouvez pas accuser la société qui vous donne de l'eau, qu'elle vous donne de l'eau de mauvaise qualité. Ça, c'est d'un. De deux, combien de personnes au Cameroun pensent que la plomberie qu'ils font dans la maison peut être dégradée? C'est-à-dire qu'après 5-6 ans, il y a des tuyaux dans la maison que vous devrez changer. Si vous ne le changez pas, vous altérez déjà la qualité de l'eau que vous recevez. Ça, c'est déjà la responsabilité que nous devrons avoir. C'est-à-dire, le niveau de la réception de l'eau que nous avons, on doit le protéger en ayant une façon plus simple de la conserver. Ça, c'est d'un. Maintenant, la société qui vous donne de l'eau, elle a une responsabilité au niveau de la qualité de l'eau qu'elle vous envoie jusqu'à votre compteur. Comment savoir que votre eau est potable? Une eau potable, par définition simple aujourd'hui, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Ça, c'est la définition simple. Incolore, inodore qu'on avait à l'époque, elle est obsolète. Une eau potable, c'est une eau dont la consommation n'entraîne aucun risque de maladie. Lorsqu'ils vous donnent de l'eau, ils doivent se rassurer que cette eau, bactériologiquement, est saine. C'est ce qu'ils doivent faire. Et vous informer, ils doivent vous donner un bulletin d'information sur la qualité de l'eau qu'ils vous donnent. Comme ça, ça vous permet d'évaluer la qualité de l'eau qu'ils vous ont donnée. Monsieur Fosso. Merci. Oui. Il y a un forage quelque part, dans un quartier qui avait tel ou non. Quand tu puises l'eau là-bas, l'eau acide, les enfants boivent ça. Mais c'est un crime. Celui qui met cette eau à la disposition de la population est en train de commettre un crime. Je dis que l'eau là est acide au point où, parfois quand on coupe le sol là-bas, quand on se ravitaille, on va faire comment? L'eau qui vient du robinet, c'est les urines. Est-ce qu'on boit les urines? Si c'est acide, ça veut dire qu'on n'a pas traité. Oui, si elle est acide, c'est que cette eau sort d'une nappe souterraine qui contient certains éléments qui rendent le pH acide. Donc le pH de cette eau, si elle est acide à la sensation, ça veut dire que vous avez une eau qui a un pH de 4. C'est un peu le goût de l'eau de la mer. Oui, elle est salée. Elle est salée. J'ai goûté c'est que l'eau qu'on dit qu'on ne boit pas alors que ça vient du forage. J'ai aussi goûté, c'était un peu comme l'eau de la mer. Et ça confirme ce que je disais tout à l'heure, qu'une eau de forage n'est forcément pas une eau potable. On a certaines zones où on peut avoir la chance de tomber sur une nappe qui, parce qu'elle a passé beaucoup de couches terrestres, ont pu avoir passé des filtres bien naturels. On peut avoir la chance, ça c'est un forage sur 200, où on a directement de l'eau. Lorsque vous faites des analyses, vous vous rendez compte que l'eau est déjà potable. Quelles sont donc les conditions, M. Fosso, d'un bon traitement de l'eau pour avoir une eau à peu près potable aujourd'hui? Les conditions sont simples. Vous faites votre forage. D'abord, le forage, c'est un ouvrage très délicat. Et il faut se rassurer que le forage est fait dans les normes. Il y a des normes pour faire un forage. Parce que si vous faites le forage et que vous
ratez le casing, c'est-à-dire l'étanchéité de votre fourrage, vous avez fait faux. Donc il faut se rassurer que l'étanchéité du fourrage est bien et très bien faite. Comme ça, qu'il n'y ait pas de contamination autour. Ça, c'est d'un. De deux, se rapprocher d'un laboratoire spécialisé, il y en a dans la ville, il y en a au Cameroun, qui vont vous faire un bulletin d'analyse et vous dire, voilà ce que vous avez de nocif dans votre eau, par rapport à la norme. Maintenant, si la norme camerounaise par rapport à l'eau potable n'existe pas, on se réfère simplement à la norme de l'OMS. Ah, mais vous qui êtes des spécialistes, on peut vous reprocher de ne pas bien faire dans la sensibilisation, au-delà des émissions comme celle-ci qui arrivent à point nommé. Est-ce que vous vous êtes regroupés entre vous, environnementalistes, spécialistes des questions d'eau, pour aller directement enseigner, éduquer, comme le disait Charles Armel, les populations, et interpeller même ceux qui, dans les cercles du pouvoir, sont en charge de cette responsabilité. Je vais être un peu cru sur cette question en disant une chose. Faites un post sur les réseaux sociaux ou alors faites une annonce que vous allez éduquer les gens sur la qualité de l'eau. Vous aurez 3 personnes qui vont venir. Mais si vous faites un post qui a une fête où on va boire toute la soirée, ou alors on va avoir du striptease ou je ne sais pas trop quoi, qui n'a rien, qui ne... Ah, vous êtes un peu dur là-dessus. Oui, restons dans le sujet. Je vais être plus ça vous dispense pas quand même de votre obligation. C'est le problème que l'on a, parce que tout le temps, quand vous dites aux gens de venir prendre l'information par rapport à ce qui va être bien pour leur santé demain, personne ne va se présenter. Moi, je pense que s'il y avait eu des canaux, vous avez utilisé les canaux officiels pour pouvoir transmettre votre message, cela se ferait. D'un, les gens seront éduqués. De deux, on voit un peu plus dans certaines zones, les gens, cette affaire de forage, dans tous les nouveaux quartiers, que ce soit Lok Pom, Kotor, vous allez à Lundi, c'est la fête. Tout le monde s'est inscrit dans la logique de forage. Parce que l'État a échoué, le gouvernement a échoué. On s'installe d'abord avant de réfléchir, faire venir l'eau après. Or, il devait y avoir des petites zones où on pouvait se ravitailler dans un quartier, ce qui n'est pas le cas. L'urbanisation a échoué. Alors, je voulais poser la question. Nous avons dans les quartiers le principe d'infiltration d'eau. On sait que dans une concession, on a la fosse, on a le puisard, c'est le voisin. Parfois, là, on a monté on a construit le forage, il y a les fosses septiques du voisin. Comment gérer justement ces différentes infiltrations avec le problème que pose aussi la nappe phréatique? C'est assez simple. Justement, l'éducation est très importante. Moi, je m'insurge contre ceux-là qui construisent leur maison avant de penser faire venir un foreur. C'est une aberration. Parce que quand vous construisez votre maison, vous avez déjà réduit la marge de manœuvre du foreur et éventuellement du traitement de l'eau qui va suivre. Donc, il est important, avant de commencer votre construction, de faire venir un hydrologue qui va vous dire exactement à quel endroit la nappe se trouve. La nappe peut se trouver dans votre salon, l'endroit où votre salle de séjour va se trouver. Mais ça ne veut pas pourtant dire que si le forage est dans votre salle de séjour, vous ne pouvez pas avoir de l'eau dans la maison. Vous faites le forage à cet endroit et vous canalisez par le bas vers votre château. Ça, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que définir le lieu où votre forage va être fait avant de commencer les constructions. Ça, c'est d'un. Parce que l'autre problème, c'est que vous pouvez vous retrouver comme seul espace. Le seul espace qui peut vous rester à la fin pour faire votre forage est à côté de votre mur mitoyen avec votre voisin. Et de l'autre côté du mur, c'est le puisard de votre voisin. Donc, vous êtes déjà en train de vous contaminer. Ça, c'est d'un. Quand vous avez détecté le meilleur endroit, vous vous rassurez de trouver un bon foreur. Un foreur ne vous apporte qu'une nappe d'eau. Point final. Le foreur n'est pas traiteur d'eau. Il faut bien faire la différence. Le foreur n'est pas un traiteur d'eau. Quand le foreur vous dit je vais vous donner l'eau potable, il est en train de mentir. Le traiteur d'eau se trouve dans les laboratoires, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Oui, c'est un spécialiste, qui qui prend de l'eau. Mais ils ne sont pas très nombreux aussi, je crois. Effectivement, voilà, c'est ça. Oui. Donc, quand vous avez fait votre forage, il faut vous rassurer que votre foreur, s'il vous dit le forage va être fait à 70 mètres, vous vous rassurez qu'il atteint les 70 mètres. Qui vous donne toutes les caractéristiques de votre ouvrage, qui est votre propriété, pas la propriété du foreur. Il vous donne toutes ces caractéristiques et maintenant vous contactez un traiteur d'eau. Isabelle Carole, oui. Vous avez quelques questions ou bien... Bonjour à l'équipe en studio. S'il vous plaît, j'aimerais savoir la différence entre le forage et le puits aménagé. C'est une gang de puits Yaoundé qui envoie le message. Ben, un puits aménagé, c'est comme, je vais dire... Un puits du village. Je ne conseillerais même pas. Un forage, ça veut dire que vous avez fait un minimum de 60 à 70 mètres de profondeur. Et qui est hermétiquement fermé.
Le forage n'a aucun contact à l'extérieur. Le forage, c'est un ouvrage qui vous permet de prendre l'eau à une certaine profondeur sans contamination adjacente. Alors qu'un puits aménagé, c'est un puits, comme on le dit, qui est ouvert au puisard du voisin. Autre question, Isabelle. On de Javel. On dit que la saleté ne tue pas l'homme. L'entrée bien, on boit que l'eau du puits. Une autre question. Pensez-vous que si l'environnement souffre aujourd'hui au Cameroun, c'est à cause de l'eau que nous buvons? L'eau est le premier vecteur de pollution. Pour ne pas dire peut-être l'unique. Donc, si la qualité de l'eau est mauvaise, ça veut dire que la pollution et l'environnement vont en pâtir. Donc, si on verse l'eau de Javel dans l'eau du puits, est-ce qu'on ne peut pas consommer? Je ne conseille pas cette pratique. Et Parce comme qu'on traite l'eau en fonction du volume. On ne traite pas l'eau à la voglette. Parce que quand vous prenez un seau d'eau de Javel que vous reversez dans votre puits, avez-vous estimé le volume d'eau qu'il y a dans votre puits? Nous, on ne connaît pas ces Donc, du coup, vous êtes en train de vous intoxiquer avec le chlore. Le chlore est nocif pour la santé quand il dépasse les 2 mg par litre de concentration. Mais que dire alors justement de l'eau de pluie aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est bien rendre bien compte que la saison de pluie, c'est une grâce ou encore c'est un moment tant attendu dans certains quartiers. Parce que c'est une période pendant laquelle on se ravitaille en eau. Quel est le commentaire que vous faites là-dessus? L'eau de pluie. L'eau de pluie et son utilisation aujourd'hui au Cameroun. L'eau de pluie est en fait une eau pure. L'eau de pluie. Parce que la pluie, en fait, c'est la condensation de l'eau qui s'est évaporée. Mais maintenant, par rapport à l'environnement dans lequel cette eau de pluie tombe, elle prend donc d'autres éléments dans la nature. Si la ville de Douala, par exemple, a une pollution automobile d'un certain degré où vous avez les molécules de soufre dans l'air, cette eau de pluie en descendant va redescendre avec ces molécules de soufre qui sont nocives pour la santé. Donc, je ne conseillerais pas de consommer cette eau de pluie. Étant donné que nous sommes dans une zone marécageuse comme Douala, toute Douala est une zone marécageuse. Vous arrivez à Bonabéry, les gens ont fait des forages. Vous arrivez dans les zones vraiment accidentées, les gens ont réussi à faire des forages. Est-ce que cette somme-là n'est pas nocive déjà pour ceux qui consomment cela? Ça, c'est d'un. Et du deux, vous avez demandé qu'on change véritablement tous les 5 ans. Aujourd'hui, que toutes les maisons sont faites en dur et que les poteaux sont véritablement encastrés, est-ce que c'est facile de recasser pour pouvoir changer les tuyaux dans la... Si vous pensez ne pas le faire tous les 5 ans, alors achetez des tuyaux qui ont une durée de vie de 15 ans. Mais on a justement envie de savoir quand même, qu'est-ce que vous nous recommandez entre l'eau de robinet et le forage? L'eau de robinet, je vais vous dire quelque chose que j'ai toujours dit, et parfois les gens ont été durs avec moi, mais c'est la vérité. L'eau que, je ne sais pas, la SNEC, la Camerounaise des eaux donne au Cameroun, est la meilleure eau potable qui existe sur le Cameroun, pour le moment. C'est la meilleure des eaux, parce qu'elle est traitée. Mais maintenant, je ne peux pas m'aventurer sur le terrain de la distribution, parce que le véritable problème, c'est au niveau de la distribution. C'est là où le problème se pose. Mais ils ont l'une des eau les mieux traitées dans le monde. Vous n'avez pas répondu à la question. La nappe souterraine, puisque nous sommes dans une zone marécageuse, est-ce que ces multiples infiltrations ne font pas en sorte que la consommation... Lorsque vous êtes dans une zone marécageuse, il y a après une certaine profondeur, vous avez de l'argile. L'argile est imperméable. Ça veut dire que lorsque vous faites un forage, vous avez des couches d'argile que vous allez traverser qui ne laissent pas l'infiltration de certaines qualités d'eau. Donc, si vous avez une eau de forage qui est contaminée, ça veut dire que votre foreur vous a bluffé. Il n'est pas allé à la nappe qu'il vous a promise. Il faut bien dire les choses. Parce que si vous avez une zone marécageuse, ça veut dire que vous avez une succession de couches. Et les zones marécageuses ont toujours des couches d'argile. Aujourd'hui, la consommation des eaux minérales a beaucoup explosé. Ces eaux minérales également, parce qu'on pourra parler, peut-être, je suggère que vous reveniez la semaine prochaine, puisque vous êtes encore au Cameroun en ce moment, mais les eaux minérales qui ont pignon sur rue aujourd'hui, comment peut-on faire la différence entre la bonne et la mauvaise eau minérale? Parce que la plupart se livrent une guerre, une bataille en ce moment, et ceux qui évitent les eaux de forage sont obligés de passer par l'eau minérale. Quelle est la bonne eau minérale à consommer, de votre point de vue? Les caractéristiques, on ne vous dit pas de citer les marques. Les caractéristiques, je crois que, comme j'ai dit, c'est l'OMS ou alors la NOR au Cameroun qui définit les normes. Donc, si une entreprise respecte ces normes, alors cette eau est bonne pour la consommation, tout simplement. Une autre aberration que nous au Cameroun, on a, moi j'ai pris le temps de faire cette étude personnelle, l'eau en sachet
c'est environ 200 millilitres. L'eau en sachet, qui coûte 100 francs. Elle a une contenance de 200 millilitres, qui est de qualité ultra douteuse. Ok. Les bouteilles minérales qu'on nous vend, qui sont de bonne qualité, certaines sont de bonne qualité, au détail, nous coûtent 400 francs. Ok. Mais le Camerounais préfère acheter 4 sachets d'eau de qualité douteuse que d'aller acheter une bouteille d'eau qui a une qualité supérieure à 400 francs. Alors que c'est à peu près le même prix quand on fait le ratio, c'est le même prix, il a dépensé le même montant d'argent, mais il a consommé de l'eau de mauvaise qualité. Donc toutes les eaux en sachet pour vous sont de très mauvaise qualité. On peut parce que personne ne peut déterminer la qualité de ces eaux. Il n'y a personne qui peut vous donner un bulletin de ces eaux. Parce que pour juger de la qualité d'une eau, il faut que l'on soit capable de dire cette eau, je l'ai captée à 250 mètres de profondeur. Elle avait au départ 5 mg de fer et nous avons réduit cette quantité de fer à 0,01 mg de fer. Elle avait 2 mg de nitrate. Je vais parler du nitrate un instant. Le nitrate est très dangereux pour la santé parce que lorsque vous la consommez, elle se transforme en nitrite et le nitrite a la mauvaise habitude de bloquer la circulation sanguine. Et les risques d'AVC que nous connaissons. Donc, c'était une parenthèse. Or, les nitrates, ils viennent de quoi? Les nitrates viennent des engrais. Et ils s'infiltrent très facilement dans le sol. Alors, pour qu'on se comprenne bien, il faut vous préconiser la suppression, la destruction totale de ces eaux en sachet, parce qu'elles sont impropres à la consommation. Si elles ne sont pas traitées. Si elles ne sont pas traitées. Il faut bien, je parlais bien encore du fait qu'il faut donner un bulletin à l'eau que l'on propose à un client. C'est-à-dire que on doit pouvoir dire au client que nous avons capté cette eau avec des caractéristiques X, nous l'avons traitée pour la mettre aux caractéristiques Y qui respectent la norme, et à partir de ce moment, le consommateur a une fidélité. Et vous lui dites, tous les 6 mois, voilà les analyses que nous faisons. Ce bulletin permet, il y a des entreprises qui le font, qui donnent un bulletin de la qualité de l'eau qu'ils donnent à leurs clients tous les 3 à 6 mois. Ça permet que vous connaissez au moins l'évolution sur la qualité de l'eau que vous consommez. Alors, parce que vous parlez des sachets d'eau, qu'est-ce qui explique le fait que lorsque vous achetez, j'ai mené aussi une expérience là-dessus, une étude, vous prenez un sachet, vous le videz de son contenu, vous envoyez le doigt, le plastique est visqueux. Qu'est-ce qui explique cela? S'il est visqueux, ça veut dire qu'il contient des algues. S'il est visqueux, ça veut dire que vous avez un développement bactérien. Et les bactéries, quand elles sécrètent ce qu'on appelle les mucus, c'est ce mucus qui a une sensation comme du gombo, si je peux dire, gluante. Ça, c'est les défections bactériennes, ou alors le développement. Donc c'est une eau essentiellement dangereuse. On a 2 minutes pour conclure. Elles sont nombreuses, on va les citer. Voilà, on va citer ces entreprises. Tout à fait, parce que c'est un gros sujet, vraiment. Isabelle, pour terminer, oui. Oui, Joël Diko depuis Boyaïs dit, voilà, comment comprendre que nous qui buvons l'eau depuis notre naissance, soyons toujours debout et en bonne santé? C'est ce qu'il pense qu'il est en bonne santé. Il pense qu'il est en bonne santé. Il faut bien dire les choses. Il pense qu'il est en bonne santé. On voit les chiffres. Et lorsque on va à l'hôpital, le médecin vous dit vous êtes en phase terminale d'un cancer, les gens sont surpris. Parce qu'ils ont consommé de l'arsenic pendant toute leur vie sans se rendre compte. Ils ont consommé du cadmium sans se rendre compte. Vous avez des enfants dans certains quartiers au Cameroun ici qui ont les dents qui sont en train de se carrier. On pense que c'est parce qu'ils se brossent pas les dents. Non, c'est parce qu'ils boivent de l'eau qui contient beaucoup de fluor. Papa, c'est l'eau du robinet. C'est ça qui nous je ne pense l'eau du robinet est assez bien tendance. C'est non, voilà, parce qu'on coupe l'eau 2 heures de temps après. Quand l'eau revient, même ça seulement, ça a la couleur rouge. Je vais donner une explication sur cette couleur de l'eau. Il y a une autre préoccupation. Je vais donner rapidement une explication sur la couleur de l'eau que vous avez après la coupure. Généralement, quand il y a une coupure, ça veut dire qu'il y a un tuyau qui s'est cassé, qui s'est percé quelque part sur le réseau de distribution. Alors, la société qui vous distribue de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle creuse pour se retrouver sur le tuyau. Et quand elle retrouve le tuyau, elle le coupe. Pendant tous ces travaux, vous avez toujours de la boue qui va rentrer dans la tuyauterie. C'est ça que j'ai eu, papa. Ok, quand la boue rentre dans les tuyaux, normalement, il devrait, à la fin des travaux, fermer la borne, la vanne en aval et ouvrir la borne en amont, au niveau de la bouche d'incendie, pour pouvoir nettoyer le tuyau avant que d'envoyer l'eau
à la population. Mais ce qu'ils font, ils ferment et puis ils renvoient directement l'eau. C'est pourquoi vous avez cette boue. Même lorsqu'ils nettoient les tuyaux, nettoient les châteaux, on reçoit. Oui, parce qu'ils ont ouvert, le tuyau était éventré quelque En tous les part. cas, on parlera de ça la semaine prochaine. Tendance, merci. Dans l'eau. Monsieur Alain Foto Dada reviendra mercredi prochain parce qu'il est encore en On a séjour tellement dans de son propre pays. préoccupations, monsieur Sam, tellement de SMS Oui, qui il y a arrivent. tellement de questions. C'est pour ça que je promets qu'il puisse Mais il peut répondre à quelques-unes quand même. Je peux y aller, ouais. Voilà, s'il vous plaît, le spécialiste nous a dit qu'on fait le forage avant de construire. Et après, il dit qu'on doit changer après 5 ans, voire après 15 ans. La question est de savoir, et si on veut changer par la La suite, tuyauterie. on va... La tuyauterie. Oui, justement, Oui. on va casser la maison pour le refaire. C'est la question posée. Pas la tuyauterie du forage, la tuyauterie des distributions de l'eau dans votre maison. C'est de ça que je parle. Parce que les gens, jusqu'à récemment, utilisaient des tuyaux galvanisés dans les maisons. Qui n'est pas bien pour la santé. Parce que les tuyaux galva, c'est pourquoi quand vous ouvrez les robinets dans votre douche, vous avez une colonne rouge. Parce que le tuyau a pris le temps de se corroder et ça vous envoie de l'oxyde de fer au quotidien. Et on demande par la suite une autre préoccupation. Est-ce que vous nous recommandez d'acheter des filtres qu'on vend sur le marché? Est-ce que c'est de bonne qualité? Voilà, la dernière Le question. filtre, le filtre n'est qu'une méthode de retention de certaines particules. C'est fiable ou pas? C'est fiable en partie, c'est ça. C'est fiable en partie. Ça dépend de quel est le filtre dont vous avez besoin. Le problème que l'on a, c'est que beaucoup de personnes achètent le filtre sans savoir quelle est la granulométrie ou alors quelle est la porosité dont ils ont besoin. Pour acheter le filtre, il faut bien passer par un traiteur d'eau qui va vous dire exactement, par rapport aux particules que vous avez dans votre eau, on vous dit, c'est tel type de micron que vous avez besoin pour filtrer votre eau. C'est bien compliqué parce qu'il faut passer nécessairement par des spécialistes et on sait qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc, à chacun de se faire son opinion sur ce sujet. Alors, je propose aussi la réalisation pour nous permettre d'écouter la chanteuse Mousseba pour prendre une respiration avant de prolonger cette émission. C'est une chanteuse qui a plusieurs nationalités, camerounaises, congolaises, ivoiriennes au passage. Elle a composé une belle chanson avec un Nigérian.